Dans un article publié récemment dans le Journal of Banking and Finance, Breuer, Rigueur et Soulpak proposent à la fois une modélisation, mais surtout un test empirique original de propositions tirées directement de la théorie de la finance comportementale et appliquées à la politique de dividendes. Dans le prolongement de la thèse fondatrice de Miller et Modigliani, l'essentiel des propositions testées jusqu'à ce jour s'inscrivent dans l'analyse des effets d'imperfection de marché. Parmi les explications les plus étudiées, on trouve celles liées à la fiscalité. Généralement, les dividendes sont plus imposés au niveau des investisseurs que les plus-values. C'est du moins le cas aux États-Unis sur la période étudiée. Et l'effet devrait être défavorable aux dividendes par rapport au rachat d'actions. D'autres pistes ont été empruntées liées à des problèmes d'asymétrie d'information. Effet de signaling. La hausse du dividende informe le marché sur les perspectives attrayantes liées au titre. Effet d'agence. La distribution de cash permettant d'éviter le mauvais usage de ces fonds disponibles abondants. L'article de Breuer, Rigueur et Soulpak expose dans un premier temps un modèle théorique. Celui-ci emprunte ses fondements à la finance comportementale. Il tient compte de caractéristiques des investisseurs, comme leur plus ou moins forte aversion à la perte, leur comptabilité mentale particulière, différenciant revenu et capital, ou encore leur aversion à l'incertitude ou à l'ambiguïté. Cette finance comportementale permet de mettre en évidence au plan empirique toute une série de nouveaux déterminants. Cependant, tout au long de leur test, les auteurs n'oublient pas de prendre en compte des variables qui interviennent dans les modèles classiques d'explication de la distribution de dividendes, variables fiscales, variables liées au modèle de signalisation ou signaling, variables liées au modèle d'agence. Les fonctions d'utilité sont empruntées ici à Sheffrin et Thaler. Elles incorporent deux éléments essentiels. D'abord, la notion de valeur de référence x de R. L'utilité évolue différemment si la valeur est inférieure ou supérieure à ce seuil. Le paramètre lambda mesure ici l'intensité de l'aversion à la perte. Les deux autres paramètres permettent de déterminer la courbure de la fonction d'utilité. Suivant l'approche de Sheffrin et Thaler, article publié en 1988, Breuer, Rigueur et Soulpak se réfèrent à la notion de comptabilité mentale, à savoir que les individus valorisent séparément leur flux de revenus et leur stock d'actifs. Pour les deux catégories de comptes, ils ont une valeur de référence, D de R et S de R, respectivement pour le dividende et le cours de l'action. Le choix du dividende payé, grand D, influe sur les deux comptes, puisqu'il diminue la valeur coupon détaché, grand S, de l'action. L'aversion à l'incertitude, ou encore à l'ambiguïté, est un phénomène bien documenté dans la théorie comportementale. On peut se reporter au fameux paradoxe d'Exberg pour une illustration expérimentale. Mais sa modélisation est peu fréquente en finance. Breuer, Rigueur et Soulpak proposent un modèle élaboré à partir d'une version simplifiée du modèle de Klibanov, Marinacci et Mukherjee, paru dans Econometrica en 2005. Un paramètre delta traduit ici ce type d'aversion particulière. Comme il est traditionnel en finance, les auteurs incorporent dans leur modèle une préférence pour le présent, sous la forme ici d'un paramètre bêta. Au total,
Leur modèle incorpore un grand nombre de paramètres caractéristiques des comportements des investisseurs. À partir d'une analyse de type statique comparative, il dérive plusieurs hypothèses testables. Selon la première hypothèse, tant que la perspective de rendement positif est suffisamment probable, les investisseurs les plus patients, ceux au paramètre bêta le plus faible, préfèrent laisser leurs capitaux investis et acceptent des dividendes plus petits. Suivant l'hypothèse 2, le montant du dividende optimal devait être croissant avec l'intensité de l'aversion à l'incertitude ou encore à l'ambiguïté. Il s'agit ici d'une version formelle d'un argument qui supporte la distribution immédiate et qui dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Argument, par ailleurs, très décrié par la théorie classique de la finance. Enfin, les auteurs montrent que, suivant leur modèle, les investisseurs les plus adverses à la perte attendent les dividendes optimaux les plus grands. Pour que la proposition soit valable, il faut encore ajouter la condition que les prix de référence dans la fonction d'utilité concernant le cours de l'action ne soient pas trop élevés, ce qui devrait être le cas avec des investisseurs de long terme. Comme il est impossible d'observer directement les caractéristiques comportementales des investisseurs, Breuer, Rieger et Seupak utilisent ici comme cadre expérimental les différences observées par pays. Cela suppose certes une certaine homogénéité des comportements des individus à l'intérieur de chaque nation. Mais les différences moyennes apparaissent à travers toute une série d'études empiriques autres très significatives. Ce sont ces dernières différences moyennes que ce plan d'expérience va permettre d'exploiter. 29 pays au total sont ici concernés. Pour mesurer les caractéristiques comportementales propres aux individus d'un même pays, les auteurs ont eu recours aux résultats d'une expérience menée dans le cadre de l'INTRA, International Test of Risk Attitudes. Il s'agit d'un test qui a été subi par 6000 étudiants de niveau undergraduate et dans la discipline économie au sein de 46 pays différents. Ces étudiants étaient confrontés à de simples expériences permettant de mettre en évidence leur aversion au risque et à l'ambiguïté, ou encore leur patience. Les scores moyens sont construits à partir de leurs réponses. Même si cette population est très particulière, Breuer, Rieger et Seupak font observer qu'il n'y a aucune raison que les différences qui y sont observées entre les pays soient spécifiques à cette étude et non généralisables à l'ensemble de la population. 3 mesures de dividendes ont été utilisées. Les ratios dividendes sur vente, dividendes sur cash flow et dividendes sur EBIT, Earning Before Interest and Taxes. Le premier ratio souffre potentiellement d'une faiblesse. Les ventes présentes sont un prédicteur faible de la capacité à générer des bénéfices dans le futur. L'EBIT, comme toute mesure de résultat, est affecté par les choix de la politique comptable, amortissement, provision, évaluation de stock. Dans le reste des commentaires, nous reprendrons pour l'essentiel les résultats obtenus avec le troisième ratio, dividende divisé par cash flow. Tout au long des modèles testés, les auteurs ont recours à un ensemble de variables de contrôle pour prendre en compte certaines caractéristiques susceptibles d'affecter la politique de dividende. Certaines sont spécifiques à la firme. C'est le cas de la taille, mesurée ici par le logarithme des actifs totaux, du levier
mesuré ici par le ratio dette sur capitaux propres comptables, ou encore du taux de croissance annuel des ventes, de la rentabilité, appréciée à travers le ratio EBIT sur actif total, ou de l'intensité du capital accumulé, mesuré ici par la part des réserves dans l'ensemble des capitaux propres comptables. D'autres variables de contrôle prennent en compte les spécificités des pays. Importance des impôts, appréciée ici à travers l'indice par pays construit par Djonkov, voir sa publication de 2002. De l'asymétrie potentielle d'information, mesurée ici par l'indice anti-self-dealing, là encore de Djonkov, mais dans son article de 2008. Ou encore du niveau de corruption perçu dans chaque pays. Ici, c'est l'indice de Transparency International qui est repris. Et enfin, le sentiment du marché. Nous sommes dans une phase haussière particulière ou baissière particulière. Pour traduire ce phénomène, le rendement annuel du marché national des actions est apprécié. Les données financières ont été collectées auprès de la base DataStream de Thomson Reuters. Cette base a été préférée à Compustat Global car elle offre une meilleure couverture des différents pays dans le monde. Les données financières d'entreprise sont annuelles et couvrent la période 1982-2012. Les mesures de comportement, quant à elles, pour chaque pays, sont uniques. On peut supposer qu'elles changent peu sur la période étudiée. Au total, l'échantillon comprend 43 340 firmes années réparties sur 29 pays. Breuer, Rieger et Soypak estiment une série de modèles de type Tobit pour tenir compte de la limite égale à 0 de la variable dépendante. La variable div est une des trois mesures normées des dividendes. X et Y sont respectivement des vecteurs de variables de contrôle spécifiques à la firme ou au pays. Grand A est un vecteur de variables muettes pour chacune des années prises en considération. L'objectif est de vérifier le caractère significatif des coefficients α1, α2, α3 pour mettre en évidence l'impact des variables comportementales sur la distribution de dividendes. Le modèle estimé met en évidence l'importance des variables comportementales. Les coefficients alpha sont tous significatifs et du signe attendu. Plus le facteur de patience est élevé, plus faible est la distribution. Plus l'aversion au risque est grande, plus grande est la distribution. De même, pour l'aversion à l'ambiguïté. Les auteurs fournissent une grande quantité de résultats complémentaires afin de s'assurer de la robustesse de leurs estimations. Dans toutes les configurations, autres mesures de la variable dépendante, type de régression ou composition de l'échantillon, les coefficients estimés alpha restent significatifs et les effets sont également significatifs au plan économique. Breuer, Rieger et Soypak relèvent qu'il existe toute une littérature empirique qui a mis en évidence un lien entre le niveau des dividendes et des dimensions culturelles propres à chaque pays. Il convient donc de s'assurer que les effets mesurés précédemment restent significatifs une fois des variables culturelles introduites comme contrôle. Empruntant au modèle d'Hofstede et de Schwartz,
Ils retiennent la liste suivante de variables culturelles. Évitement de l'incertitude, orientation à long terme, masculinité, distance au pouvoir, maîtrise, enchâssement. L'inclusion de variables culturelles dans le modèle ne modifie pas les conclusions. Soit, effectivement, elles sont associées à la distribution de dividendes, comme deux d'entre elles, l'orientation à long terme ou la masculinité présente dans la société en question. Mais elles ne font pas disparaître l'association significative avec les trois variables comportementales. En quelque sorte, elles n'expliquent pas tout. Soit, et c'est le cas pour les 4 autres variables culturelles, elles ne sont clairement pas associées avec la politique de distribution de dividendes. Si les variables comportementales propres aux individus du pays affectent les politiques de dividendes, leur effet devrait être beaucoup plus marqué quand l'actionnariat est domestique et beaucoup moins quand il est étranger. Breuer, Rigueur et Soypak séparent en deux leur échantillon, en distinguant, d'un côté, les firmes contrôlées par des actionnaires du pays et celles majoritairement contrôlées par des actionnaires étrangers. Ces dernières firmes sont, dans leur échantillon, très peu nombreuses. Mais les résultats obtenus vont dans le sens attendu. Les coefficients alpha sont significatifs dans le cas où les propriétaires sont domestiques, le sont pas ou moins dans le cas où les propriétaires sont étrangers. On peut penser également que les comportements évoluent dans le temps. Breuer, Rigueur et Soypak distinguent au sein de leur période d'étude les années qui précèdent la grande crise financière de 2007-2008 et celles qui suivent. Les résultats sont ici pratiquement identiques. Les effets comportementaux apparaissent donc particulièrement persistants et non liés à des effets de conjoncture. En conclusion, si les investisseurs étaient purement rationnels, des variables comportementales ne devraient avoir aucune influence sur les choix en matière de politique de dividendes. En mettant en évidence des associations significatives avec l'aversion au risque et à l'ambiguïté, ou encore avec la patience, cette étude vient soutenir les thèses fondées sur une rationalité limitée. En exploitant un cadre international, Breuer, Rigueur et Soypak mettent en évidence l'importance des différences culturelles entre les pays, leur persistance et leur capacité à influer sur des choix financiers comme la distribution de dividendes. De ce point de vue, ils ont l'ambition d'ouvrir un champ de recherche nouveau qu'ils appellent la finance culturelle.